Discussion avec Adamo Yadiluka, l'entraîneur-chef du Collège Antique, des Aigles maintenant du Collège Antique. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de son parcours au Carabin. Il a commencé à coacher au Carabin. C'est un début assez tumultueux de carrière de coaching qu'il a eu. Ensuite de ça, il a fait un passage à Selwyn House puis à Grasset avant de devenir head coach, j'allais dire aux Indiens, mais c'est pas les Indiens, c'est les Aigles d'Antique. Sinon, On a parlé de sa Coupe Vanier quand il était entraîneur au Carabin. On a parlé beaucoup, c'est ça qui est le fun avec des entraîneurs comme ça, là, que c'est beaucoup les différences entre les différents niveaux, les différentes tâches aussi reliées au poste. Il a touché autant secondaire que cégep, qu'université, que coach de position, que coordonnateur, qu'entraîneur-chef. Fait qu'on on a pu parler de tout ça puis comparer un peu les différents niveaux. Le changement de nom aussi à Antique. Comment il voit son équipe depuis qu'il est arrivé puis l'avenir. Vraiment une bonne discussion sur un gars que moi, perso, je connaissais pas. Exact. Moi non plus. Vraiment bon gars. On connaît le nom Yadiluka, mais je veux dire, on avait reçu Marco, là, on a reçu Adamo qui est son cousin. Pour sûr, on va l'aider parce que là, il n'arrêtait pas, il disait qu'il y a plein de monde qui demande c'est qui par rapport à. Fait que c'est pas des frères, c'est des cousins. Fait que on va l'aider de ce côté-là, mais vraiment, c'est le fun d'entendre parler du programme d'Antique. Yes, absolument. Yep. On commence le podcast comme ça. On commence comme ça. C'est parti. Bon podcast. Comme à notre habitude, on aime demander aux entraîneurs comment ça va en ce moment avec le confinement. En quoi ça a affecté ta préparation pour la prochaine saison, puis est-ce que tu continues à parler à tes joueurs? C'est sûr que c'est quelque chose qui est totalement différent que dans le passé, là, mais on essaie de rester en contact. On a des 3 sessions d'entraînement par équipe, par Zoom, durant la semaine, où ce que nos coachs, nos préparateurs physiques le font avec les gars. On essaie de rester en contact le plus possible. C'est sûr que les gars, il y avait quand même des travaux scolaires à faire. Fait que on approche vers la fin de la session. Mm-hmm. Mais sinon, on reste en préparation. On se garde les doigts croisés qu'on va être capable de jouer à l'automne, que ce soit 8, 6, 5 matchs. Je pense que pas mal tout le monde s'en fout. On veut juste jouer, rendu là. Puis la préparation continue, tu sais, ce temps-là nous donne aussi comme staff une opportunité de étudier plus, de regarder un petit peu plus de qu'est-ce qui se fait au niveau universitaire ou à la CFL ou des affaires comme ça. C'est sûr qu'en n'ayant pas de camp de printemps, ça change un peu par rapport à l'évaluation des jeunes joueurs ou des recrues. Mais en même temps, regarde, on est tous dans le même bateau, fait qu'on va juste espérer que tout le monde arrive au mois d'août puis en shape puis prêt pour une belle saison. Mm-hmm. T'es peut-être un des premiers qui parle de ça, puis ça me fait penser, tu sais, est-ce que tu dis qu'on vous essayez de faire des affaires que des fois vous n'avez pas nécessairement le temps de faire, est-ce qu'en tant que coaching staff, vous êtes mis, tu sais, vous faites des travaux spéciaux ou des trucs que des fois, tu sais, vous parlez depuis longtemps, puis là, OK, c'est beau, là, on a le temps, on le fait? C'est pas mal ça. C'est qu'il y a souvent, tu sais, après une pratique ou même n'importe quel meeting de coach, peut avoir des millions de bonnes idées qui peuvent sortir, mais ça reste juste des idées qui sont dans cette salle-là, puis qu'après ça, une fois qu'on sort de la salle, c'est comme si c'est back to day-to-day activities. Mais en ayant un peu plus de temps, ben là, ça nous donne l'opportunité de garder, d'élargir nos études, puis pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'on devrait changer pour être capable d'avoir plus de succès l'année prochaine? Là? Si on parle de ton parcours en tant qu'entraîneur, Ouais. on veut savoir un peu comment tu as commencé à coacher. Si nous, en regardant, on avait vu que tu avais commencé à coacher avec les Carabins en 2011. Ouais. Je ne sais pas si tu as commencé avant aussi, mais comment s'est faite un peu la transition vers le coaching? Puis ça a été quoi tes premiers pas en tant qu'entraîneur? Ben, j'ai commencé à coacher quand je jouais à Saint-Léonard. Je jouais au niveau Bantam, puis je coachais le niveau Atome. Fait que j'avais 14 ans, puis je coachais des kids de 7, 8, 9 ans. Fait que ça a commencé là. C'est clair que j'ai eu la piqûre. Puis après mon cheminement de joueur, une fois que j'ai fini à l'Université Bishops, ben là, en revenant à Montréal, j'ai eu une opportunité de rentrer dans la porte au Carabin. Tu sais, je connais Danny depuis les 25 dernières années de ma vie. Là. Fait que lui, il m'avait dit, je me souviendrai toujours, c'était un samedi matin, puis il m'avait dit, tu vas venir travailler avec nous autres. J'ai dit, OK. Il me dit, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu vas faire, mais tu vas venir travailler avec nous autres. J'ai dit, all right, pas de problème. Fait que, fait que puis je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie anyways. Fait que j'ai commencé là. J'ai commencé comme n'importe quel autre, on peut dire un gopher ou dans le langage de Belichick, j'étais un slappy. Où ce que une des affaires qu'il m'avait dit, c'est dans ta tâche de travail, ça va être écrit, etc. Fait que ça veut dire que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, comment on va avoir besoin de toi. Au premier camp d'entraînement, je suis passé de placer des cônes où après ça, j'avais une drill de special teams, puis après ça, j'allais filmer le 12-12 en haut. Fait que j'ai vraiment commencé comme un quality control guy. Puis la deuxième journée du camp d'entraînement, notre gars de vidéo a décidé de s'en aller. Il a quitté. Ouais. Fait que en camp d'entraînement, il y avait moi, puis il y avait Jérémy Cloutier qui était là en ce temps-là. C'était un ancien carrière du Vieux-Montréal. Ouais. Puis qu'en staff meeting le dimanche matin, Danny nous a regardé puis il nous a dit « Guys, are you ready to take it over? » On était tous les deux, on se regardait, on n'avait absolument aucune idée de ce qu'on faisait, mais on voulait pas dire non, fait qu'on a dit « OK, let's go! » Fait que ouais. Fait qu'on a fait la vidéo ensemble. Puis on passait tous les deux le plus de temps possible avec les membres du staff, puis que à tous les jours durant la préparation de la semaine. Tous les deux, c'était une job à temps partiel, mais on l'avait pris au sérieux comme si c'était du temps plein. Fait qu'on passait énormément d'heures là. Puis la première année, c'était juste ça. C'était regarde, aide où ce que tu peux aider, mais reste dans le coin du vidéo, puis ça va être ça ta contribution. Cette année, c'est de t'occuper du vidéo. Fait que, une chance que Jay a beaucoup plus de patience que moi. Fait que ça l'a aidé. Mais on a commencé de même. Puis après ça, à tous les années, on a eu plus de responsabilités. Jay a quitté en 2013, je pense, mais moi, j'ai continué. Puis à ma deuxième année, en 2012, j'ai commencé avec les tight ends et les fullbacks. Puis après ça, j'ai pris les running backs. Puis pendant les 4 années après ça, je faisais la vidéo puis les running backs en même temps. Puis quand il est venu le temps, en 2016, j'ai eu une opportunité d'aller d'aller coacher dans une école privée à Montréal. Puis parce que c'est sorti de nowhere, j'ai eu cette opportunité-là. Fait que je l'ai pris. Fait que pendant l'année 2016, la saison 2016, je coachais à Selwyn House, puis je coachais, puis en même temps, j'ai coaché à Grassa aussi. OK. Fait qu'on a perdu au Bol d'Or cette année-là. Puis ça, c'était au mi-novembre. Puis un mois plus tard, la job antique s'est ouverte. J'ai appliqué dessus, passé en entrevue. Puis
Puis là, aujourd'hui, je m'apprête à coacher ma 4e saison. Là. Fantastique. Mais Ouais. dans ton parcours à l'Université de Montréal, là, tu as été coach des running backs. Ouais. Est-ce que c'était une position avec laquelle, est-ce que tu avais déjà joué là? Aucune idée. Moi C'est ça, j'étais... comment qu'on apprend une position dans laquelle qu'on connaît pas ou qu'on n'a jamais joué? Moi, j'ai joué sur la O-line. Fait que j'ai été chanceux que dans la majorité des équipes, souvent, dans les meetings, les carrières puis les O-line sont ensemble. Mm-hmm. Fait que par rapport à tout ce qui est scheme à la position de running back, j'avais une certaine compréhension, mais je posais des questions, puis je faisais de la recherche, puis j'ai été capable d'avoir autant de bonnes personnes autour de moi que je pouvais aller poser des questions, que ce soit avec Danny ou Marco ou même Tony Adona qui a coaché pendant 95 ans puis qui a gagné 125 bols d'or et tout ça. Lui, je pouvais aller demander des questions sur n'importe quel. Puis il y avait des réponses. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà fait. Puis ce qui était le fun, c'est que Tony, c'était mon coach à Bishops aussi. Fait il y avait une facilité où je pouvais juste monter en son bureau puis il demander des questions. Puis aussi, Marco, qui avait coaché les running backs aussi, que ce soit sur l'équipe Canada ou n'importe quoi, c'était une énorme ressource. Fait que ça m'a aidé énormément. Puis aussi, quand ton head coach a commencé sa carrière dans la CFL comme coach des running backs, ben là, tu as aussi un petit sounding board où tu sais, je l'entendais pas souvent, mais quand les choses allaient pas bien, là, je me faisais appeler dans le bureau puis me demander, pourquoi il prend un pas à droite, pourquoi il court. Mais en même temps, pour moi, ça me donnait l'opportunité de comprendre encore plus qu'est-ce que j'enseignais aux gars. Puis, tu sais, j'étais pas le coach des backs qui montrait à ces gars comment faire les drills. Là. J'allais pas commencer à courir des bagues puis courir autour des cônes, mais où ce que je pense que j'ai été capable d'aider, c'est vraiment la compréhension du jeu puis de comprendre ce que les 5 bonhommes en avant de lui essaient de faire pour y rendre la vie à lui plus facile. Mm-hmm. Fait que pour répondre à ta question, c'est juste poser des millions de questions puis faire des recherches puis essayer de trouver les meilleures réponses pour toi. Avant de devenir coach officiel de running back, comme tu dis, tu as touché à beaucoup de trucs, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu as le plus appris? Qu'est-ce que tu penses que le point principal que tu as appris de ton passage à l'UDM? C'est drôle. Moi, l'outil qui m'a le plus fait apprendre, c'était de taguer du film. Tu sais, être capable d'aller jeu par jeu, puis commencer de down and distance, hash, yard line, offensive personnel, offensive formation, personnel défensif, tout ça, pour moi, puis même encore aujourd'hui, je le fais encore, c'est ça qui m'a vraiment le plus permis à apprendre parce que je le faisais jeu par jeu, puis tu sais, tu passes 160 jeux dans une game, là, donc tu vois pas mal de stock, puis là, tu commences dans les 10 premiers jeux, tu vois, OK, deuxième et long, ils sont en 33 ou en 34. OK. Fait que là, le plus que tu commences à descendre en ta game, là, tu commences à réaliser, OK, 33 encore, OK. Fait que ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils aiment faire ou c'était quelque chose qui faisait énormément partie là, de leur game plan. Fait que, en taguant du film, ça a vraiment été l'outil qui m'a probablement aidé le plus à avoir une vision globale du jeu. Tu as fait de 2011 à 2015 à l'Université de Montréal? Oui, la saison de 2011, je suis parti de l'Université de Montréal en juillet 2016. Fait que c'était 5 ans et demi. Là. OK. Juste avant la saison. Fait que là, j'ai un petit blanc, mais t'as vécu... T'étais-tu là pour la Coupe Vanier? Oui, les deux Coupes Vanier. Ouais, les deux coupes. Fait que la victoire et la défaite. Oui.
Comment tu l'as vécu dans les dernières personnes à qui on a parlé à Apollo, on a parlé Ouais, à Marco. ouais. Comment toi, tu l'as vécu, la Coupe Vanier, celle que vous avez gagnée? C'était malade. C'était juste ce mois-là au complet, là, c'était à partir de la demi-finale contre Sherbrooke jusqu'à Dunsmore, après ça contre Manitoba, puis après ça contre McMaster. C'était vraiment le mois le plus intense que j'ai passé comme coach. Puis ça a valu la peine. Là. C'était fou. Juste une des affaires que je vais toujours me rappeler. Il y a deux choses que je vais toujours me rappeler. La première, c'est que quand on était sur le terrain pour le warm-up, il n'y avait pas tant de personnes que ça dans le stade. Fait il y avait encore beaucoup de spots où c'était vide. Mais quand on est rentré puis qu'on est sorti pour le début de la game, quand on est sorti du vestiaire, le stade était plein. Puis ça c'était comme wow! OK, là. Puis c'était tout bleu partout, là. C'était comme. C'est spécial. Puis sur le fameux jeu où on a gagné le botté bloqué, puis honnêtement, c'est comme s'il y avait personne dans le stade. Tu sais, tout le monde sur le sideline, là, on a entendu le pompe quand le ballon a frappé Mathieu Gérard. Puis c'était fou parce qu'après ça, tu revois les vidéos, puis il y avait tellement de bruit, puis tout le monde criait. Mais pour nous autres, sur le sideline, c'est comme s'il y avait personne d'autre sur le terrain, puis on a entendu le son que quand on a bloqué le kick. Ça, c'était fou. C'est comme. Après ça, tout le monde sur le terrain, tout le monde qui descendait, nos gars qui pleuraient, puis qui étaient tellement heureux, puis qui le méritaient tellement. Là. Ça c'est vraiment l'aspect qui nous a amené à avoir ce succès-là durant cette année-là, c'est que nos gars, ils se sont levés à un moment donné, puis ils ont dit, that's it, on prend contrôle, c'est à nous, on devient vraiment une équipe. Je me souviendrai toujours, les gars avaient mis dans le vestiaire one team, one chasse. Fait qu'au début des playoffs, ils se sont tous rasés la tête. Mais honnêtement, c'était drôle. Il y avait des gars qui ne comprenaient pas, mais en même temps, c'était leur signe à eux autres pour dire, regarde, on est tous ensemble là-dedans, on va se battre ensemble, on est une famille, puis on est prêt à aller à la guerre. Puis tu sais, même un gars comme... Quand j'ai vu que ça prend des effets, c'est un gars comme Anthony Cody que ses cheveux, c'était sa marque de commerce, là, il sortait de son casque, puis tout le monde le connaissait. Puis quand lui était un des premiers à rentrer, puis se raser la tête, j'ai dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais aussi, tu sais, on le disait, tu peux demander à n'importe qui était là. C'est probablement l'équipe la plus bizarre que tu peux voir au foot. Là. C'est les choses que les gars ils faisaient. À un moment donné, ils ont commencé à se donner des high-fives au début du quatrième quart. Après ça, ils ont commencé à sortir avec leur signe des trois doigts pour la révolution. Personne n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, mais c'était juste eux autres dans le vestiaire qui ont décidé que c'était ça. Je me souviens que quelqu'un m'avait demandé « Ah, les trois doigts, c'est pour les trois campus de l'Université de Montréal. » J'ai dit « Ouais, c'est ça. » J'ai dit « Ouais, c'est ça. » Ils m'ont demandé ce que ça voulait dire. J'ai dit « J'ai aucune idée. » J'ai dit « C'est nos gars, c'est devenu notre rally cry, puis tout le monde a embarqué là-dedans. » Fait que ça, c'était vraiment... C'était fou. Là. Jouer contre le Manitoba, la semaine du Manitoba, il y avait neigé le dimanche après la Dunsmore. Fait que le Sepsum au complet était sur le terrain, essayer de la déneiger. Il y avait des camions, je pense que le staff au complet avait des pelles. Il manquait juste Manon avoir une pelle sur le terrain. Là. C'était tout le monde qui contribuait là-dedans. Parce que tout le monde était fier de nous autres. C'était comme tout le monde faisait ce travail-là dans le froid, mais avec un sentiment de fierté parce que on avait une opportunité de jouer au football là, à la troisième semaine du mois de novembre. Rendu là, il n'y a pas grande équipe qui sont capables de dire qu'ils le font. Là. Fait que pour nous autres, c'était vraiment spécial. Fait que, notre première pratique cette semaine-là, ça s'est fait sur un 20 verges de terrain qui n'était pas glacé. Fait que, tu sais, on a fait un genre de walkthrough qui n'était pas très productif parce que tout le monde gelait et tout le monde essayait de
de survivre, c'est ça. Puis après ça, on a été chanceux qu'on a été pratiqué au Dôme de Concordia le reste de la semaine. Fait que ça nous a aidé à avoir une préparation pour le match de samedi. Mais ça aussi, c'était vraiment une saison que je ne vais jamais oublier. Puis même tous les gars qui étaient sur cette équipe-là, même aujourd'hui, quand on se voit, c'est de la famille. Puis que c'est le fun encore. Là. Puis celle en 2015, regarde. J'ai encore pas de mots pour l'expliquer. Je pense que j'ai regardé ce game-là peut-être 30 jeux, puis après ça, j'ai dit non, fini. Puis j'étais plus capable. Mais c'était différent. Mais regarde, je pense qu'on avait quasiment comme 550 verges d'offense, ce game-là. C'était l'affaire qui était vraiment spéciale de ce run-là, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. C'est que notre carrière, partant Gab Cousineau, c'est déchirer quelque chose dans l'épaule le jeudi avant la Dunsmore contre Laval. En 2015, ça. Ouais, en 2015. Ouais. Fait qu'il s'est déchiré l'épaule. Fait qu'on était même pas sûr si elle est capable de jouer. Puis ça, c'est dans le boss en montant à Québec le vendredi. Là, on n'a aucune idée si notre carrière il va être capable de jouer. Puis le deuxième jeu du match, il a lancé un corner out à Guillaume Paquette. Je pense que c'était 40 verges. Il nous a fait ça sur le sideline. Il a dit, all right, let's go. Fait qu'on a été, puis tout pendant les 3 games, Gab avait l'épaule pétée, mais on a été quand même capable de se rendre à Vanier, puis malheureusement, ça n'a pas fini comme on l'aurait voulu, là. Mm-hmm. Mais ce run-là, puis comment ces gars-là, ils ont été capables de sortir les gros jeux quand on avait besoin, là, tu sais. Junior Luke, une semaine, il bloque un kick. La semaine d'après, contre Guelph, il fait un pick. Il drop en couverture, puis il fait un pick. Puis c'était juste des gros jeux qui arrêtaient au gros moment qu'on avait besoin, là. Mais le fait de l'avoir perdu, elle fait encore mal, celle-là. Parce que, tu sais, tu dis, garde, on va compter 23 points, on va avoir 550 verges d'offense, puis on va perdre par un field goal à la fin de la game. C'était fou, là, mais en même temps, je pense que n'importe quel spectateur qui n'avait pas de parti pris en cette game-là a trippé. Puis, regarde, ils ont fait un jeu de plus que nous autres cette journée-là, puis ont été capables de la gagner, mais c'était quand même c'est des souvenirs incroyables. C'était un peu bizarre d'être sur le sideline de Laval, tout habillé en bleu, là. Ça, c'était pas mal weird, mais sinon, c'était vraiment le fun. T'as fait un moment aussi à Grasset, comme tu mentionnais tout à l'heure, comme assistant coordinateur offensif dans l'équipe de ton cousin. Ouais. C'est comment ça, justement, de travailler avec la famille dans une équipe? Ben, tu sais, je suis vraiment chanceux. Tu sais, j'ai été élevé autour des plus grosses têtes de foot qu'il n'y a pas au Québec. Là, que, tu sais, mes cousins, j'ai commencé à les suivre partout. J'avais 14-15 ans. Tu sais, j'allais avec eux autres dans des camps de Team Québec. J'allais avec eux autres dans des camps de Team Canada parce que pour moi, c'était une passion. Puis je savais à quel point que eux autres étaient respectés. Puis, fait mes cousins ou que ça soit. Puis ça, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, ils m'ont coaché moi. Puis fait que travailler avec eux autres comme sur le même staff, c'était vraiment le fun. Mais aussi, à Grasset, c'est qu'il y avait tellement de personnes que je connaissais déjà. Travailler avec Alex Nadeau-Pius, qui était joueur quand j'ai commencé à coacher à Montréal, mais qui est aussi un super de bon ami à moi. Fait que ça, c'était le fun. Le coach de O-line, c'est un de mes meilleurs amis depuis qu'on a 10 ans. Fait que travailler avec ce staff-là, c'était vraiment le fun. Là. Puis se rendre au bol d'or aussi, c'était le fun, mais malheureusement, cette journée-là, CNDF avait toute une équipe, puis ça l'a perdu sur le scoreboard. Puis comment tu passes d'un parcours à l'Université de Montréal avec beaucoup de succès, ça reste quand même que
première Coupe Vanier, défaite en finale, mais vous rendez en finale. Ça vient un peu aussi montrer que, OK, pendant longtemps, le Rouge et Or était comme la puissance. Puis, vous avez c'était comme une nouvelle ère à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis après ça, tu te retrouves à Selwyn House, qui est une école secondaire. Comment tu t'adaptes à coacher des gars pour qui le foot, c'est toute une vie, à des gars secondaires qui commencent à apprendre c'est quoi le foot? Deux mondes complètement différents. Je suis sûr que j'ai pas besoin de vous le dire à vous autres. Coacher des kids de l'âge cadet puis juvénile, des fois, c'est un challenge, mais c'est le fun. Il y a différents aspects qui rendent ça le fun. Quand tu coaches un gars universitaire, quand tu es capable d'y faire ralentir le jeu pour qu'il soit capable de mieux performer comparativement aux autres, tu as fait ta job. Mais quand tu coaches au niveau cadet ou ce qu'un jeune, c'est la première fois qu'il met un équipement de football, il faut que tu lui montres, où mettre ses pattes de genoux ou comment attacher ses épaulettes puis son casque. C'est une récompense différente là, pour voir que les jeunes ils aiment le foot. Puis pour moi, l'affaire qui est le plus le fun là-dedans, c'est que même après que je suis parti, c'est que 3/4 de cette équipe-là ont continué à jouer. Fait que ça, c'est la seule chose que tu peux demander, c'est d'avoir eu une influence où le jeune, il a décidé de continuer à jouer au football. Fait que ça, c'était différent. Mais en même temps, c'était super le fun. Là aussi, je travaillais avec du monde que je connais bien. Fait que ça l'a rendu ça plus facile, mais je pense que je suis devenu un meilleur coach à cause que j'ai coaché des jeunes de cet âge-là. Mm-hmm. C'est quoi l'approche qui est différente? Ou même, est-ce que tu peux dire que tu étais le même genre de coach à l'Université de Montréal qu'à Selwyn? Non, parce qu'un joueur qui vient jouer universitaire, il a quand même un certain bagage de foot. Fait que tu peux parler de concept et tout ça, parce que même si c'est pas devant un tableau, il y a quand même une idée parce que soit qu'il l'a fait au secondaire, ou soit qu'il l'a fait au collégial ou une version de ça. Mais quand tu parles avec un jeune, je me souviendrai toujours, la première pratique, je dis OK, left hash. Personne qui savait ce qui se passait. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, ouais. OK, tout le monde, venez-vous-en ici, on va commencer ce côté-ci du terrain. Fait que, au dîner, on est rentré en dedans. Puis le premier 15 minutes du meeting, là, j'ai dessiné un gros terrain sur le tableau. J'ai dessiné les hash marks, tout ça. Puis juste pour donner une base un peu plus. Mais ils l'ont appris. Puis on était capable d'avoir une belle saison. Je pense qu'on a fini en playoff ou quelque chose. On a fait les playoffs, on a perdu contre le Collège Sainte-Anne, mais c'était vraiment le fun. Tu sais, Carabin, après ça, expérience, tu sais, tu as touché à tous les niveaux, autant universitaire, collégial, secondaire. Ouais. Puis là, tu arrives à Huntsic en tant qu'entraîneur-chef. Oui. Comment s'est passée la transition aussi vers un nouveau un rôle d'entraîneur-chef collégial? C'était quoi à ce moment-là aussi? Quel genre d'équipe t'héritais? C'était quoi la situation du programme à ce moment-là? Ben, pour répondre à ta première question, c'était totalement nouveau. Là. Je passais d'un gars qui était un coach d'unité où après ça, j'étais agressé, j'avais une plus grosse voix par rapport à l'offense au complet. Mais là, faire des plans de pratique, faire la documentation RSEQ, organiser les entraînements, tout ça, c'était totalement nouveau pour moi. Là, mais j'ai été chanceux parce que en étant à temps plein à Montréal, quand on faisait nos horaires de pratique et tout ça, j'étais dans la salle. Fait que, j'avais vu comment un programme se gérait à ce niveau-là. Fait que
sans étant responsable pour. Là. Fait que j'ai été capable d'observer pour voir qu'est-ce qui marche pas. Puis aussi, j'ai posé énormément de questions là, avec. J'ai passé probablement le mois de janvier au complet au téléphone. J'ai appelé du monde. Je posais beaucoup de questions à d'autres head coachs. Que ce soit Ronald Hilaire, Danny, Glenn Constantin, je les appelais comme 3-4 fois durant la semaine pour savoir, OK, là, je suis rendu là. Je fais quoi? C'est quoi qu'on devrait faire tout ça? Puis, mais souvent, c'est juste de voir, OK, oui, il y a ce principe-là, mais t'es où? Puis comment tu peux l'appliquer? Parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux recopier exactement comme ça se faisait à un autre niveau parce qu'il y a une certaine adaptation qu'il faut qu'il se fasse. Puis pour la situation en Six, c'était un peu tough. Desrosiers et Thius qui avaient fait une super de job à bâtir ce programme-là, puis du tout début, il avait dû quitter au début de la saison. Fait que c'était un autre entraîneur-chef qui avait pris l'équipe par intérim, puis que ça n'avait pas bien été pour 1000 raisons. Là. C'est pas rien en particulier. Mais quand je suis arrivé à Annecy, il y avait 22 joueurs qui avaient demandé pour un release. Fait avant même de recruter à l'extérieur, j'avais de recrutement à l'interne à faire. Puis 21 sur 22 sont restés. Fait que ça, c'était les premiers 2 mois que je suis rentré en poste. Là. Mais même là, ce qui était le fun, c'est qu'on avait un groupe de kids qui aimaient le foot, qui voulaient apprendre puis qui voulaient être coachés. Fait que ça, c'était une première année où beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, beaucoup de, une chance que, je pense que cette année-là, j'ai dû perdre les 3-4 cheveux qui me restent sur la tête. Là. Je les ai perdus cette année-là, mais c'était vraiment le fun. Là. On a perdu en playoff, mais c'est quelque chose que je vais toujours me souvenir. Là, la journée avant le premier game, je me souviens, j'étais tout seul dans mon char, j'étais à une lumière, puis tout d'un coup, l'idée est venue dans ma tête, je me disais, hey, j'ai jamais callé un jeu de ma vie, là. Puis là, demain, c'est ma première game comme head coach. Fait que, tu sais, il y a un gros, tu sais, c'est un monde complètement différent qui se passe, là. Fait que t'es comme, OK. Mais après ça, de semaine en semaine, tu vois qu'est-ce qui marche, c'est quoi ton style, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tes joueurs ils font bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien. Puis tu commences à aller de l'avant avec ça. Là. Qu'est-ce qui est une des tâches de head coach que tu dois faire qui t'a pris un peu par surprise, là, que tu ne t'attendais pas à ça, que tu ne t'attendais pas à mettre autant de temps dans ça? Honnêtement, le commande de gear. Puis tout ce qu'il y a par rapport au linge. Tu sais, ça, j'avais... Tu sais, je venais d'un programme qui est un top programme au pays, puis tu sais, le gear, c'était pas dans mon département. Moi, le seul moment où j'avais un gear, c'est quand il fallait que je descende en bas puis que je le donne aux joueurs. Mais sinon, commande le gear, le prix. Comme si tu veux-tu le faire imprimer en avant puis en arrière à 2 couleurs, à 1 couleur, j'avais aucune idée de tout ça. Là, j'ai dit, OK, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je trouve une manière de simplifier ça. Là. Mais sinon, c'était pas mal. Sans y avoir touché, c'était pas mal toutes des choses que j'avais déjà une connaissance parce que je l'avais vu dans le passé. Là, ça fait un certain moment que tu es l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Oui. J'imagine que là, tu dois avoir quand même une bonne idée de la genre de culture d'équipe que tu veux avoir. Comment, justement, tu décrirais ton style d'équipe? C'est une équipe qui travaille, qui est prête à investir le temps. Puis c'est une équipe aussi qui aime quand tu es tellement préparé puis tu es tellement prête à ton affaire que tu es capable d'avoir du fun en même temps. Je pense que c'est là qu'une équipe de foot devient dangereuse, tu sais, quand tu es capable de faire réaliser aux joueurs à quel point chacun de leurs actions, des 60 gars que tu as dans la salle, peut avoir un impact sur la game de samedi. Fait que ça, c'est quelque chose que je passe beaucoup de temps à dire aux gars, c'est, regarde, tout le monde ici doit faire
quelque chose pour nous aider. Mais en termes, tu sais, c'est clair que tous les coachs de foot au monde, ils vont dire je veux une équipe qui est vite, une équipe qui est physique, puis une équipe qui va jouer play until the whistle. On veut tout ça. Sauf que il faut que tu sois capable d'inculper ou donner ces valeurs-là à ton équipe sans nécessairement ignorer d'autres faits que tu peux avoir. Là, la chose qui est le plus dangereux au monde, c'est quand un joueur il réalise à quel point il peut être bon. Là, tu passes tellement de temps à essayer de montrer à quel point il peut être bon. Puis là, il réalise. Puis là, il faut que tu retires la corde pour dire wow, cowboy, là, t'es pas rendu encore. Là, oui, t'es bon, mais tu peux encore être meilleur. Mais fait que ça, c'est une culture de gars qui veulent toujours être meilleurs, qui veulent vraiment être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça qu'on demande aux gars, puis c'est ça que je leur dis au meeting d'équipe. Je veux pas nécessairement que tu viennes ici et que tu sois un All-Star, juste que tu viennes ici et que tu sois la meilleure version de toi-même. Juste si les 60 gars nous donnent la meilleure version d'eux-mêmes à tous les jours, et là, on va être content avec les résultats à la fin de la journée. Il y a un peu comme on disait avant, tu as touché à plein de niveaux. Puis même si tu avais déjà coaché au collégial avant Hansik à Grasset, ça reste que c'est pas la même ligue non plus. Grasset, à ce moment-là, était en Division 1. Ça a été quoi pour toi la plus grosse différence avec la Division 1 puis d'arriver à Hansik qui est en Division 3? Ouais. Honnêtement, par rapport aux joueurs sur le terrain, je ne l'ai pas vraiment remarqué. C'est plus par rapport aux tâches qui venaient avec ça. C'est avec ça. Mais en même temps, il y avait des joueurs où à tous les semaines, je suis chanceux d'avoir beaucoup d'amis qui coachent au niveau universitaire. Puis je voyais des joueurs puis je disais wow, OK, ce gars-là, il peut jouer dans n'importe quelle division. Là. C'est des studs. Là. Comme Jeremy Murphy qui a gagné recrue de l'année cette année dans le RSEQ. Il m'a fait perdre beaucoup de sommeil pendant 2 années, là, Jeremy Murphy. Fait que j'étais content que le reste du Québec peuvent apprendre à le connaître un peu, là, mais c'est ça. Oui, par rapport au depth sur les 2 équipes, il y a une différence. Surtout quand vient le temps des gros bonhommes en avant. Mais sinon, on a des bonnes équipes qui sont super bien coachées. La Ligue fait une bonne job. Tous les coachs qui sont dans cette Ligue-là prennent ça extrêmement au sérieux et donnent un bon produit toutes les semaines. Fait que par rapport aux joueurs, pour moi, c'était garde. On ne se compare pas aux Division 1, mais même à ça, j'avais aucune idée cette année-là, qu'est-ce qu'une équipe de Division 1, qu'est-ce qu'une équipe de Division 2 avait de l'air. Parce que pour moi, mon focus, c'était sur le collège Hansik. Fait que j'ai pas perdu de temps à dire, ben là, on se compare comment comparativement à Division 1, 2. Nous autres, c'était OK. C'est l'équipe qu'on a. Tout le monde ici aime jouer au foot. Tout le monde a une passion pour le foot. Fait qu'on va embarquer là-dedans, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. C'est ça, il y a des... En tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a des idées préconçues entre, de dire... surtout, je parle dans le cadre d'un gars qui finit son secondaire et qui veut absolument jouer Division 1 puis qui ne voit pas d'avenir à aller jouer nécessairement Division 2, Division 3, mais il y a tout le temps des bons joueurs dans cette division-là. Puis, est-ce que tu trouvais que même dans la vie des joueurs, là, est-ce que... Je te pose la question parce que j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que dans la vie des joueurs, ils mettaient autant le foot en avant que, mettons, quand tu étais à Grasset? Oui. Oui. Ça. Une fois qu'un jeune a la passion pour le sport, mais là, que ce soit au niveau collégial ou universitaire, il va s'investir dedans. Fait que ça l'a pas changé. C'est juste peut-être par rapport au bagage de foot. Souvent, c'est des programmes qui sont un peu... Les jeunes viennent des programmes qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement des gros historiques, mais en même temps, le jeune aime le foot, il s'investit là-dedans. Pour lui, c'est quelque chose qui tient à cœur. Fait que tu es capable de travailler avec ça. C'est clair que malheureusement, il y a un look envers la Division 3 où
ben là, je peux pas aller jouer là ou n'importe quoi, mais regarde, le même pitch que je donne dans le recrutement depuis 3 ans, le right guard des Kansas City Chiefs, là, lui a joué au collégial Division 3. Ouais. Okay, ouais. Puis, ça, c'est un exemple que tu donnes aux joueurs. Puis je suis super content que cette année, les 2 recrues universitaires de l'année, c'était des kids de la Division 3. Fait que ça l'a vraiment démontré que, regarde, vraiment démontré à un joueur que tu peux jouer dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle ligue. Si tu es assez bon, là, tu vas jouer. T'sais. Jerry Rice a joué à Mississippi Valley State. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça, là. Mais il vient d'une petite école, puis il était capable de devenir le meilleur joueur de foot de tous les temps. Fait que, if they're good, they'll find you. If you're good, they will find you. En fait, on va en parler tout de suite parce que aussi, on se pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur le changement de nom en ce moment avec Hansik. C'est fait. Oui, c'est ça, c'est fait. À partir de maintenant, depuis quelques jours, tu es l'entraîneur-chef, non pas des Indiens de Hansik, mais des Aigles. Pour 2 gars d'ND, ça fait-tu mal de dire ce mot-là? Ouais, ça va faire partie un peu des questions qu'on a autour de ça, mais oui, effectivement. Premièrement, est-ce que tu peux nous parler du processus qu'il y a eu autour de ce changement de nom-là? Ça, c'est quelque chose qui a commencé à peu près il y a 1 an et demi. L'administration a pris une décision qu'on voulait aller dans une autre direction par rapport au nom d'équipe parce que on voit partout autour de nous autres, ça fait des années où ça change. Puis ils ont pris vraiment une approche songée, où ils ont vraiment, pendant 1 an et demi, ils ont rencontré des personnes là, des différentes communautés autochtones, où il y a eu il y a eu même des workshops qui ont été faits avec nos étudiants athlètes, puis ces personnes-là, pour juste faire comprendre le background, puis le pourquoi qu'on voulait changer de nom. Puis ils ont passé ça, une fois que tout ce processus-là a été fini, ils ont passé ça, ils ont demandé aux étudiants athlètes au complet, envoyez-nous vos suggestions de nom. C'est clair que tu demandes à 300 jeunes, envoie-nous les suggestions, ça peut partir de tout bord, tout côté. Ouais, il y a eu des noms qui étaient vraiment le fun, mais qu'on ne pouvait pas utiliser, puis il y a d'autres noms où tu me dis, bon, lui, il nous a juste envoyé ça parce qu'il voulait faire une joke. Là. Il ne peut pas penser vraiment qu'une équipe sportive peut s'appeler ça. Là. Fait que la direction on fait une réunion avec un leader de chaque équipe sportive, avec une couple de coachs puis l'administration. Puis on a passé à travers la liste au complet. Puis il y a eu 4 noms qui sont ressortis. Puis sur ces 4 noms-là, ils ont fait passer au vote encore une fois avec les étudiants athlètes. Puis d'où est venu notre nouveau nom des Aigles, c'est celui où il a reçu le plus de votes. Fait que c'est vraiment nos étudiants athlètes qui ont choisi comment il allait s'appeler, puis l'administration les a juste supportés là-dedans. Là, j'ai entendu que aussi c'était pour faire un lien avec l'ancien nom, que les Aigles, c'était dans la... Elle avait une certaine notion autochtone, oui. Fait que ça, c'était un des critères qu'il voulait, qu'il fallait, c'est qu'il voulait quand même garder une connexion au peuple autochtone. Fait que ça, un aigle, on avait une étudiant d'athlète qui nous l'a expliqué, puis que le monde a vraiment aimé ça. Puis c'est pour ça que le nom est ce qu'il est aujourd'hui. Puis là, ben, tu en as parlé avant, là. Bon, les aigles, ça existe ailleurs, ça existe dans le monde du foot, ça existe dans le monde du sport. Est-ce que peut-être personnellement, ou est-ce qu'il y en a qui ont émis des craintes d'avoir pas un manque d'originalité, mais de dire ben ça existe déjà? C'est clair que ça existe déjà, puis c'était un point qui a été soulevé. Mais en même temps, tu peux avoir
si tu regardes aux États-Unis, il y a combien d'écoles qui ont le mot Eagles en leur nom? Fait que, tu sais, même si tu as le même nom, ben, c'est à toi de faire ta propre identité avec ce nom-là, tu sais. Tous nos joueurs puis tous nos anciens, pour eux autres, ils jouent pas à Antique, ils jouent à A-Town. Fait que ça va rester là toujours, puis que le monde, ils vont continuer à appeler ça comme ça, puis le monde a une fierté envers jouer pour le collège en allant à ce collège-là. Puis oui, le nom, c'est important, mais en même temps, on va pas passer trop de temps à dire, ben là, regarde, il y a d'autres équipes qui s'appellent comme ça. Heureusement, il n'y a personne d'autre équipe dans notre ligue qui s'appelle comme ça. Fait que ça nous aide. On ne va pas se retrouver comme la CFL pendant tant d'années où il y avait 8 équipes et il y en avait 2 qui avaient le même nom. Là. fait qu'on va pas se rendre là, mais c'est comme un oui, mais au collégial, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équipe avec ce nom-là. Puis ça fit avec qu'est-ce qu'on cherchait puis qu'est-ce qu'on est. Fait qu'on va le prendre puis on va dire, regarde, oui, il y en a beaucoup, mais il y a juste un aigle du collège antique, par exemple. Puis tu l'as dit, tu sais, l'important, c'est pas autant le nom que les valeurs puis la mentalité qui se rattache à ça. C'est ça. Est-ce que vous avez eu la réflexion de peut-être profiter de ce changement-là pour instaurer une nouvelle culture, une nouvelle valeur? Est-ce que ça a été aussi... Est-ce que les Indiens ont les mêmes valeurs, la même culture, la même mentalité que les Aigles? Je vais te parler du foot parce que pour les autres sports, j'ai aucune idée, mais pour nous autres, ça n'a absolument rien changé. Okay. C'est comme... Nos gars, eux autres, ils croient entre le antique football. C'est ça qu'on pousse depuis des années. Même l'année passée, tout le gear qu'on a commandé, il n'y avait pas de logo dessus, il n'y avait pas de nom dessus. C'était vraiment juste football antique. Fait que pour nos gars, ça n'a absolument rien changé. OK. Ouais, vas-y, lui. Ouais. Fait que là, ça fait un bout que tu es head coach. Ça faisait longtemps que tu avais passé à coacher une position aussi, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te manque de ce côté-là, de pouvoir coacher une position? S'il y a quelque chose qui te manque. Ah oui, ça me manque. C'est comme... Cette année, je coach l'outline. Fait que ça, c'est vraiment... C'est mon dada, là. Je suis tellement content de faire ça. Mais qu'est-ce qui me manque, c'est plus être capable de voir le day-to-day improvement. Tu sais, comme head coach, comme aussi, tu as la version globale de qu'est-ce qui se passe. Tu essaies de voir le plus possible durant la pratique. Moi, je suis un peu un freak, fait que je filme tout. Fait que j'essaie de voir tout ce que nos joueurs peuvent faire durant une pratique. Mais c'était vraiment juste voir l'évolution de jour en jour un joueur. Ça, c'est quelque chose qui me manquait de coacher une position. Puis là, cette année, en coachant la O-line, c'est quelque chose que j'ai hâte de revivre encore. Est-ce que dans ta carrière de joueur et ou entraîneur, tu as déjà vu, tu as déjà témoigné d'une superstition d'avant-match qui sort de l'ordinaire? Wow. Comme joueur, j'avais un teammate qui est un de mes meilleurs amis que lui, avant les games, il fallait absolument qu'il prenne une douche. Ça défiait la logique totale. Là. Tu t'en vas mettre ton gear puis tu t'en vas suer pendant 4 heures, mais là, avant que tu t'habilles, il faut que tu prennes une douche. OK, ça c'était un peu bizarre. Puis comme coach, je pense pas. Tout le monde est pas mal en sa bulle. C'est clair que comme coach, il y a du monde qui oublie qu'on n'est plus joueur puis qui essaie au tout début d'être hype dans le vestiaire avec les gars. Puis là, tu fais un chest bump, puis là, tu pulls ton hamstring avant la game, puis tu réalises que, regarde, mon temps est passé à ça, puis là, je suis mieux de me trouver une autre superstition d'avant-game. Là. Mais comme joueur, oui, mais comme coach, je peux pas dire. Il n'y a rien qui me saute en tête. Là. Quels sont le ou les joueurs le plus underrated que tu aurais côtoyé?
comme joueur ou coach? Peu importe. C'est drôle à dire underrated, mais il a quand même fait une carrière dans la CFL. Comme joueur, c'était un receveur qui s'appelait Sean Gore. Que j'ai joué avec à Bishops, puis je pense qu'il a fait une carrière de 7-8 ans dans la CFL. C'était vraiment un gars que nous autres, on connaissait, mais qu'il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Là. Puis quand il a fini à Bishops, il a été une des dernières coupures du camp à Green Bay. Puis après ça, de Green Bay, il est allé dans la CFL. Mais ça, c'était vraiment un gars que, oui, les autres coachs universitaires le connaissaient, mais nous autres, on le voyait aller, puis on le voyait comment il travaillait fort. Puis comme coach, un joueur underrated, probablement parce qu'il n'a pas sorti avec le plus de... Tu sais, il n'avait pas été drafté, mais la carrière qui s'est faite aujourd'hui, c'est probablement Jess Blanc. Tu sais, Jess Blanc était un de nos piliers à Montréal, mais quand toute la gang de gars s'est fait drafter, lui, il ne s'est pas fait drafter, puis s'est fait inviter comme free agent avec les Alouettes. C'est le seul qui est encore dans la CFL, puis qui joue encore professionnellement. Fait que Jess Blanc, c'est vraiment le gars que c'est drôle à dire encore underrated quand un gars il fait une carrière pro, là, mais en même temps, il n'a pas été repêché ou rien, là, puis il a fait sa marque, puis là, c'est rendu Captain Special Teams avec les Alouettes, puis je suis vraiment content pour lui. Là. Est-ce qu'il y a un coach que tu as croisé qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Coach au pluriel, là, je peux dire. Il y a tellement... Il y a eu mes cousins, numéro 1. Ça c'est eux autres qui m'ont vraiment... Marco m'a appris la game, puis Tony m'a appris comment gérer un programme comme head coach. Après ça, j'ai eu la chance de rencontrer Glenn Constantin quand j'avais 16 ans. Puis ça m'a vraiment marqué. Cette même année-là, j'ai été passer une semaine à Edmonton avec Danny quand il était aussi des Eskimos. Fait que je l'ai suivi partout pendant une semaine. Ça m'a vraiment fait réaliser, OK, c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours. Mais que ce soit Polo Saint-Julien ou Tony Adona, que tout ce monde-là, c'est tous des mentors pour moi. Là, c'est toutes des sources de knowledge qui sont toutes one phone call away où ce que je peux demander une question ou ce que je peux avoir une réponse, ben voyons, t'es donc ben cave ou ce que oh non, ça c'est une bonne idée, fait que oui, tu devrais y aller. Fait que ils me disent la vérité, fait que ça c'est quelque chose qui est super important et que je suis très chanceux d'avoir là. Si tu devais choisir 2 valeurs, quelles seraient-elles? Une équipe? 2 valeurs juste comme ça. Si tu devais choisir 2 valeurs. Le respect puis le travail. Puis je pense que les deux vont l'un avec l'autre. Si tu te respectes, tu respectes tes teammates, tu respectes l'équipe, ben là, tu n'auras pas peur d'investir le travail qu'il faut. Fait que ça, c'est les 2 choses pour moi qui sont vraiment importantes. Ce serait quoi une erreur qu'une recrue pourrait faire en arrivant dans ton équipe? Qu'essaye de... J'aime pas dire prendre trop de place, mais que, tu sais, on a tous été des recrues dans une équipe de football. Il y a une certaine période où oui, tu passes, oui, tu es nouveau dans l'équipe, puis là, OK, là, je peux dire que je suis bien, je suis à ma place. Quand un gars vient et qu'il pense que il nous fait une faveur en venant jouer chez nous, puis qu'on devrait le remercier, puis se dire, regarde, tu peux faire ce que tu veux. Malheureusement, chez nous, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est quelque chose où, regarde, la seule question qu'on pose à nos gars avant de rentrer dans la salle de meeting, c'est es-tu prêt à aider? Si tu es prêt à aider, puis tu es prêt à embarquer là-dedans, puis mettre ton ego de côté, on n'aura aucun problème. Quelle est ta game préférée? Ma game préférée? Ouais. Dunsmore 2015. Dunsmore 2015. Tu sais, comme coach des running backs, quand tu as 260 verges au sol,
contre une équipe qui traditionnellement donne 100 verges en 4 games au sol, là, ça c'était quelque chose où je pense que Sean avait 200 verges, cette game-là. Fait que ça, comme coach personnel, c'était ça. Mais la game en 2018 à Antique, quand on a battu le collège Champlain-Saint-Lambert à la maison, c'est comme s'il y a un complexe d'infériorité qui a juste disparu. Là. Ça, ce game-là a fait tellement de bien à notre programme et à nos joueurs que je pense que cette game-là a été un gros élément qui a permis à notre équipe de progresser. Là. Est-ce que tu aurais un jeu préféré? Ceux qui marchent. Ouais. ça, c'est toujours... Tu sais, Pat Sheehan, le OC à Calgary, il m'a dit une fois, il goes, when you're the coordinator, make sure you call the plays that work. J'ai dit, OK, c'est assez simple c'est simple à dire, mais c'est pas nécessairement toujours plus facile. Mais honnêtement, n'importe quel moment où tu es capable de rentrer un trick play ou quelque chose comme ça, où les jeunes en pratique, ils te regardent comme il est malade, lui, ça va jamais marcher. Puis en 3 ans, on en a fait 2, puis sur les 2 antiques, on a compté sur les 2 jeux. Fait que ça, juste voir où ce que tu investis tellement de temps dans quelque chose, puis que le voir en pratique, puis le voir en match, puis avoir du succès avec, ça va toujours rester des souvenirs spéciaux, ça. Tu disais tout à l'heure que tu as joué O-line. Oui. Si tu pouvais recommencer puis jouer une autre position, quelle position tu jouerais? Defensive end. Defensive end? Oh, ouais. J'avais, tu sais, c'était un rêve de jeunesse jusqu'à temps que je réalise que j'ai zéro qualité athlétique. Fait que je suis juste mieux de mettre ma main au sol puis d'essayer de bouger du monde. Là. Mon poids était ma seule qualité athlétique. Fait que ça, je l'ai réalisé jeune. Mais, tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens toujours regarder jouer Reggie White, puis pour moi, c'était comme wow, c'était incroyable. Fait que ça, jouer defensive end avait toujours été un rêve, mais heureusement, je l'ai réalisé. Puis j'avais des coachs autour de moi aussi qui me l'ont fait réaliser assez rapidement que mon futur au foot allait jouer sur l'autre côté de la ligne, puis pas comme the end. Sans s'en tenir nécessairement au football, est-ce que tu aurais Ouais. un livre de sport à recommander? Un livre de sport. Ben, probablement le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre de Urban Meyer, où il te parle, puis tu sais, il y a certaines affaires là-dedans qui te font réaliser, OK, oui, il y a des affaires que tu peux prendre comme des trucs de leadership, puis tout ça qui s'appliquent, puis comment tu vois une équipe, puis comment tu motives un joueur, mais en même temps, je me souviendrai toujours, il y avait un paragraphe, il disait, well, we had a great week of practice. Then we came out. Michael Thomas caught a slant for 70 yards. Then Zeke Elliott broke an 85-yard run. Then this. Fait que là, je suis comme, regarde, OK, c'est bien beau avoir la motivation, là, mais quand tu as tous ces chevals-là sur la même équipe, là, c'est ça. Ça rend ta job plus facile. Mais juste voir comment Urban Meyer, tu sais, moi, j'avais lu un de ses premiers livres, puis voir sa progression, comment il était comme head coach à la fin aussi. Celui-là, il m'a probablement le plus fait comprendre puis fait apprécier un peu de comment amener des différentes choses à ma job. Là. Et pour finir, pourquoi un jeune devrait aller à Antique? Tu sais, c'est une expérience qui est pas mal spéciale. Tu sais, premièrement, on est le plus gros collège à Montréal. Avec le collège Dawson, mais eux autres, ils jouent pas au foot, fait qu'ils comptent pas. Là. Fait que, mais on a tous les programmes académiques disponibles qui sont offerts aux jeunes, que ce soit des programmes pré-universitaires ou des programmes techniques. Aussi, c'est une expérience. Là, moi, je suis vraiment fier de dire que mon équipe de football, c'est les Nations Unies. Là. Il y a du monde de background totalement différent qui viennent de places
complètement à l'opposé, puis à cause qu'ils ont un amour pour le foot, ils se trouvent antiques, puis ils deviennent des frères pour la vie, là, tu sais. On avait un gars qui venait du Mont-Laurier, puis après 2 semaines, il allait manger du griot, il allait se faire une chasse. Après ça, il allait manger du chichtaouk, puis tout ça. Puis lui, il capotait, là, il dit « Coach, chez nous, il n'y a pas ça, là. » Il y a un Subway, puis il y a un McDo, là, mais jamais mangé ça de ma vie, là, mais à cause du foot, ils passent tellement de temps ensemble que c'est vraiment beau à voir. Puis ces gars-là, ils restent des frères pour la vie, là. Fait que c'est des expériences qu'on peut offrir à un jeune que je pense pas qu'il y a beaucoup d'écoles qui peuvent le faire, que ce soit dans l'encadrement au complet du programme, médical, physique, académique, puis même la fraternité qu'il y a dans l'équipe, les expériences de vie qu'un jeune peut avoir. Et là, c'est pas mal plaisant à offrir ça, là. Ben, je pense que ça fait le tour. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Adamo. C'était très apprécié. Une super belle discussion. On a appris un peu à connaître ce qui se passe en Antique. Ouais. Mais c'est le fun parce qu'on on le voit, on suit un peu ce qui se passe en Antique, mais c'est le fun d'avoir le spotlight qui est mérité aussi sur ces programmes-là et cette ligue-là. Oui, mais là, vous autres, vous allez être contents. Je suis rendu, je pense qu'on a 4 ou 5 cactus là, sur l'équipe. Oui, on les suit. C'est ça. Mais c'est le fun, mais c'est ça, c'est justement, c'est le fun de voir que des gars, peu importe du programme où ils sortent, que maintenant, ils considèrent ces programmes-là. Puis j'ai l'impression, du moins dans mon temps, que c'était pas ça. T'sais. Mais le programme est encore super jeune. Hein. Le programme a commencé à jouer au foot en 2010. Fait que cette année va être le 10e anniversaire du programme. Fait que c'est clair qu'il n'y a pas le background, il n'y a pas l'historique que d'autres programmes collégiales ont, mais en même temps, on est en train de créer quelque chose, puis nos gars y croient, puis ils embarquent, puis tout le crédit que cette équipe-là peut avoir revient aux joueurs. C'est eux autres qui décident quand on va gagner, quand on va perdre. Puis c'est eux autres que tout le crédit leur revient. Là. En tout cas, c'est super, c'est vraiment intéressant. Non, vraiment. Merci à vous autres, les gars, puis continuez. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, guys. Bye-bye. Salut. Bye.